Le matin du 27 mai, devant un collège ordinaire de la ville de Kobe, un concierge fait une découverte qui va bouleverser le Japon tout entier. Au pied d'un portail scolaire repose une tête humaine. Dans sa bouche, un message. Et au bas de la feuille, un nom que personne n'a jamais entendu. Sakakibara Seito. Kobe, une ville portuaire moderne coincée entre la mer intérieure de Seto et les montagnes verdoyantes du Kansai. 2 ans plus tôt, elle a déjà mené un combat pour survivre, le séisme de Hanshin Awaji qui a fait plus de 6000 morts. La ville se reconstruit lentement. Les habitants tentent de retrouver une forme de normalité. Le Japon, dans son ensemble, reste l'un des pays les plus sûrs au monde. Les crimes violents y sont rares. Et lorsqu'ils surviennent, ils choquent profondément l'opinion publique. C'est dans ce contexte que début 1987, une série d'agressions commence à inquiéter les familles du quartier de Suma, à l'ouest de Kobe. À quelques rues du collège Tomogaoka vit un garçon de 14 ans, un élève sans histoire en apparence, discret, effacé, silencieux. À l'école, il n'est ni populaire ni totalement marginal. Ses notes sont moyennes. Ses enseignants le décrivent comme introverti, parfois absent, rarement perturbateur. À la maison, l'ambiance est tendue. Sa mère place de grandes attentes sur sa réussite scolaire. Dans le Japon des années 90, l'échec académique n'est pas seulement un revers, c'est une honte sociale. L'enfant se replie, il parle peu, il écrit beaucoup. Dans des carnets personnels, il note ses pensées, ses frustrations, ses obsessions. Il s'intéresse aux armes, aux couteaux, aux outils tranchants. Il y trouve une forme d'apaisement. Personne ne lit ses carnets. Personne ne s'en inquiète. 2 collégiennes sont agressées sur le chemin du retour. Un homme surgit derrière elles. Un marteau s'abat sur l'arrière de leur crâne. Les 2 survivent. La police évoque un acte isolé. Les parents, eux, commencent à accompagner leurs enfants. Puis le 16 mars, l'horreur s'intensifie. Ayaka Yamashita, 10 ans, est frappé violemment à la tête. 10 minutes plus tard, Kazumi Ishikawa, 9 ans, est poignardé à l'abdomen. Kazumi survit. Ayaka tombe dans le coma. À proximité des lieux d'agression, les enquêteurs découvrent quelque chose d'étrange. Des animaux mutilés, des chats décapités, des pigeons éventrés. Pour les policiers expérimentés, le signal est clair. Ce n'est plus un simple agresseur, c'est un individu qui expérimente. Et il n'a pas terminé. Le samedi 24 mai 1987, Jun Ase quitte le domicile familial. Il a 11 ans. Il se rend chez ses grands-parents comme il le fait souvent. Le trajet est court. Il connaît le quartier par cœur. Mais ce jour-là, Jun n'arrivera jamais à destination. À la tombée de la nuit, ses parents s'inquiètent, puis appellent la police. Très vite, la disparition est prise au sérieux. À Kobe, tout le monde a encore en tête les agressions des mois précédents. Les parents n'osent pas le dire à voix haute, mais beaucoup pensent la même chose. Et si le tueur était revenu? Des recherches sont lancées, des affiches sont placardées, le visage de Jun apparaît dans les journaux locaux. Aucune trace, aucun témoin, aucun indice. Un peu avant 6 heures du matin, le concierge du collège Tomogaoka s'approche du portail principal. Il remarque des formes sombres sur le sol, 2 cadavres de chats mutilés. Puis, un peu plus loin, autre chose, une tête humaine. La police est appelée immédiatement. Le quartier est bouclé. Les élèves ne rentreront pas en classe. L'identification est rapide. C'est Jun Ase. Les détails sont insoutenables. Les yeux ont été retirés. La bouche est entaillée. Des marques ont été gravées dans la chair. Et surtout, ce message, glissé dans la bouche de l'enfant. Un message provocateur. Un défi lancé aux autorités. Pour la première fois, le tueur se nomme Sakakibara Seito. Quelques heures plus tard, un nouvel appel parvient à la police. À environ 500 mètres du collège, sur une colline appelée Tank Mountain, un corps est découvert, sans tête. Le cadavre de Jun avait été dissimulé sous le plancher d'un ancien bâtiment technique abandonné. L'endroit est isolé, peu fréquenté. L'autopsie révèle que Jun a été étranglé avec un lacet. La décapitation a été effectuée après la mort, à l'aide d'une scie à main. L'acte n'est pas impulsif, il est réfléchi, méthodique. Le Japon entier est sous le choc. Les médias nationaux s'emparent de l'affaire. Les chaînes d'information diffusent en continu des images du collège, de la colline, du quartier. Puis, une semaine plus tard, un courrier arrive au siège du Kobe Shimbun, l'un des plus grands journaux de la ville.
Une enveloppe brune sans adresse d'expéditeur. À l'intérieur, 3 pages manuscrites. Le texte est long, délirant, mais structuré. Le tueur s'exprime, il explique, il revendique, il parle de haine, d'isolement, de son mépris pour le système éducatif japonais. Il écrit « Ce n'est que lorsque je tue que je me libère. Ce n'est qu'en infligeant la douleur que je peux apaiser la mienne. » La lettre est signée Sakakibara Seito. Mais dans la précipitation, certains médias commettent une erreur. Ils déforment son nom. Dans plusieurs journaux et émissions télévisées, le pseudonyme est mal lu, mal retranscrit. Pour beaucoup, ce détail semble insignifiant. Pour le tueur, il est insupportable. Quelques jours plus tard, une nouvelle lettre est envoyée à une chaîne de télévision. Cette fois, le ton est menaçant. L'autre jour, la télévision était allumée par hasard pendant mon passage à l'émission et en la regardant, j'ai entendu un journaliste écorcher mon nom en disant « Onibara ». Écorcher le nom de quelqu'un est la plus grande des folies. Les lettres inscrites sur cette feuille ne sont ni un code, ni une énigme, ni une transcription phonétique. Elles sont mon amour véritable et absolu. Je porte ce nom depuis ma naissance et j'avais déjà décidé de ce que je voulais faire. Mais hélas, je n'ai pas de nationalité. Personne ne m'a jamais appelé par mon vrai nom. Si j'étais resté le même depuis ma naissance, je ne me serais jamais donné la peine de déposer délibérément une tête coupée devant le portail d'un collège. Si je l'avais voulu, j'aurais pu assouvir ma soif de meurtre en toute discrétion. Si j'ai délibérément attiré l'attention du public, c'est parce que moi, qui ai été et serai toujours un être invisible, je souhaite être reconnu comme une personne réelle, ne serait-ce que dans votre imagination. Par ailleurs, je n'ai pas oublié ma vengeance contre l'école obligatoire, qui a fait de moi un être invisible, et contre la société qui l'a instaurée. Le socle de l'antenne de télévision par câble où le corps de Junhaji a été retrouvé. Un cadenas avait été remplacé par une chaîne noire. Mais chercher simplement à me venger ne ferait que me soulager du fardeau que je portais, sans rien y gagner. Alors j'ai consulté mon ami, la seule autre personne au monde aussi transparente que moi. Il m'a dit, si tu veux une vengeance digne de ce nom, et non une vengeance pitoyable, alors tu devrais la considérer comme un jeu, en y intégrant le meurtre, ton passe-temps, ta raison d'être, ton but, et transformer ton passe-temps du meurtre en vengeance. Si tu fais cela, tu n'auras rien à gagner ni rien à perdre, et tu pourras créer un monde nouveau, entièrement à toi. Touché par ces paroles, j'ai commencé mon jeu du meurtre. Mais même maintenant, je ne sais toujours pas pourquoi j'aime tuer. C'est tout simplement ma nature profonde. Ce n'est qu'en tuant que je peux me libérer de la haine qui m'habite et trouver la paix. Seule la douleur des autres peut apaiser la mienne. J'espère que vous comprendrez ce que j'ai écrit sur ce papier, mais je tiens énormément à mon existence. Par conséquent, je ne peux tolérer que mon nom soit mal prononcé, ni que mon existence soit ternie. En observant les agissements actuels de la police, j'ai l'impression qu'ils sont secrètement agacés, mais qu'ils tentent délibérément de le dissimuler. Ne cherche-t-il pas à faire disparaître mon existence? Je risque ma vie pour ce jeu. Si je suis pris, je serai probablement pendu. Je ne demande donc pas à la police de risquer sa vie, mais je veux qu'elle me poursuive avec plus de colère et de détermination. Si jamais vous prononcez mal mon nom, ou si vous me causez le moindre embarras, je détruirai 3 légumes par semaine. C'est une grave erreur de penser que je suis un criminel puéril qui ne s'en prend qu'aux enfants. J'ai la capacité de tuer une personne 2 fois. Les lettres de la lettre qui se trouvait dans la bouche de la tête étaient illisibles à cause de la pluie ou d'autres choses et étaient difficiles à lire. J'ai donc décidé d'envoyer une autre lettre avec exactement le même contenu. Le jeu commence maintenant. Policier stupide. Essayez de m'arrêter. Je trouve le fait de tuer extrêmement divertissant. Je ne peux m'empêcher de vouloir voir des gens mourir. Peine de mort pour ces légumes immondes. Une justice sanglante pour une vieille rancune. Tueur d'école. Meurtre scolaire. Alcool. Démon. Rose. Le mot légume n'est pas une métaphore maladroite. C'est une déshumanisation volontaire. Il désigne, selon lui, les membres anonymes de la société. Le message est clair. Le tueur veut être vu, reconnu, craint. Après la diffusion de la seconde lettre, la pression sur la police de Kobe devient immense. Le tueur ne se cache plus. Il provoque, il menace publiquement.
Pourtant, malgré la peur collective, l'enquête commence enfin à avancer. Un élément change tout. Kazumi Ishikawa, la fillette de 9 ans, agressée en mars, est la seule victime à avoir vu clairement le visage de son agresseur. Jusqu'ici, son témoignage était resté flou. Mais désormais, les enquêteurs prennent conscience d'un détail troublant. Ce qu'elle décrit ne correspond pas à un adulte. La taille, la voix, la manière de se déplacer. Une hypothèse jusque-là impensable s'impose. Et si le tueur était un adolescent? Les policiers réexaminent toutes les données, les lieux des attaques, les horaires, les trajets. Un point commun apparaît. Le tueur semble connaître parfaitement le quartier, les chemins secondaires, les zones isolées. Il agit comme quelqu'un du coin. Un nom commence à circuler en interne. Un collégien du secteur, un élève de Tomogaoka, un garçon déjà signalé par le passé pour des comportements inquiétants, des actes de cruauté envers les animaux. Un intérêt anormal pour les outils tranchants. La police reste prudente. Accuser un mineur dans un pays comme le Japon est une décision grave. Mais Kazumi est appelée à participer à une reconnaissance. Lorsqu'on lui montre une photo, elle hésite à peine. Un mois jour pour jour après la découverte à tête de Junhase, la police agit. Un adolescent de 14 ans est interpellé. L'annonce tombe comme un coup de tonnerre. Le Japon est sidéré. Non seulement le tueur est mineur, mais il est voisin de sa victime et élève du collège devant lequel la tête a été déposée. Conformément à la loi japonaise, son identité n'est pas révélée. La presse le désigne simplement comme Boy A. Derrière ce surnom se cache son vrai nom, Shinichiro Azuma. Lors des interrogatoires, Azuma ne nie pas. Il parle calmement, avec détachement. Il raconte. Le 24 mai, il aurait attiré Jun sur Tank Mountain en lui promettant de lui montrer une tortue géante. Ils empruntent ensemble un sentier appelé l'escalier en chocolat. Arrivé au sommet, Azuma passe un lacet autour du cou de l'enfant. Il serre, jusqu'à ce que Jun ne bouge plus. Il cache ensuite le corps sous le plancher d'un bâtiment abandonné. Le lendemain, il revient, avec une scie à main et un sac plastique noir. Il découpe la tête, boit, selon ses propres mots, le sang pur de l'enfant. Il dit vouloir purifier le sien, qu'il considère comme souillé. Il retire les yeux, affirme vouloir s'emparer de l'âme de sa victime. Puis, à l'aube du 27 mai, il dépose la tête devant son propre collège, un acte qu'il décrit comme une vengeance contre l'école, contre le système. Les enquêteurs perquisitionnent sa chambre. Ils y découvrent plusieurs carnets, des journaux intimes. À l'intérieur, des phrases glaçantes. À propos d'Ayaka Yamashita, la fillette morte après l'agression au marteau, Azuma écrit « J'ai mené une expérience sacrée aujourd'hui. Je voulais vérifier à quel point l'être humain est fragile. » Après la mort d'Ayaka, il note encore « Il n'y a aucun signe que je serai arrêté. Merci de me protéger. » Le destinataire de ces remerciements reste flou. Une entité, une figure imaginaire ou une construction mentale. Les experts y voient un esprit profondément détaché de la réalité. Azuma reconnaît l'ensemble des faits. Malgré cela, sa défense tente une stratégie risquée. Ils affirment que les lettres envoyées aux médias seraient trop élaborées pour un garçon aux résultats scolaires moyens. Ils soulignent que certains actes décrits paraissent physiquement difficiles pour un adolescent. Ils évoquent la pression des interrogatoires, la possibilité d'aveux forcés. Mais un élément ruine cette ligne de défense. L'écriture des carnets personnels correspond parfaitement à celle des lettres envoyées à la presse. Le tribunal tranche. Azuma est reconnu coupable des meurtres de Junhase et d'Ayaka Yamashita. Il est placé dans un centre de détention pour mineurs. Shinichiro Azuma n'est pas envoyé en prison ordinaire. À 14 ans, la loi japonaise l'en empêche. Il est placé dans un centre de rééducation pour mineurs, un établissement fermé, à la fois carcéral et psychiatrique. L'objectif officiel n'est pas la punition, c'est la réhabilitation. Très vite, Azuma est évalué par des psychiatres. Ils notent chez lui une absence marquée d'empathie, un narcissisme prononcé, une fascination morbide pour la domination et la mort. Mais aucune pathologie lourde ne permet de le déclarer pénalement irresponsable. Il comprend parfaitement ce qu'il a fait et pourquoi il l'a fait. Pendant sa détention, Azuma reste calme, poli, coopératif, trop coopératif, selon certains experts. Le 11 mars 2004, moins de 7 ans après son incarcération, une annonce tombe. Shinichiro Azuma est libéré. Il a 21 ans.
Les experts déclarent qu'il ne présente plus de danger immédiat. Ils parlent de sadisme traité, de progrès thérapeutique. Pour les familles des victimes, c'est un choc brutal. Pour l'opinion publique, une incompréhension totale. Comment quelqu'un capable d'une telle horreur peut-il retrouver la liberté? Le nom d'Azuma reste officiellement protégé, mais le secret ne tient plus. Peu après sa libération, Azuma fait un choix qui va tout faire exploser. Il publie un livre, un récit autobiographique de ses crimes. Le titre provoque immédiatement Zeka, confession, titre souvent traduit comme la confession du démon. À l'intérieur, Azuma raconte, en détail, trop de détails, il décrit ses pensées, ses sensations, ses actes. Il révèle même qu'avant de déposer la tête de Jun devant le collège, il l'aurait emmenée dans une salle de bain et y aurait commis des actes que les autorités refusent de commenter publiquement. Le Japon est horrifié, mais le livre se vend massivement. Il devient numéro 1 des ventes. Les familles des victimes crient au scandale. Azuma ne se contente pas de publier. Il envoie personnellement un exemplaire de son livre, accompagné d'une lettre d'excuse aux proches de ses victimes. Pour beaucoup, ce geste est perçu non comme un remords, mais comme une nouvelle forme de violence. Des pétitions circulent. Des députés réagissent. Le Japon débat d'une nouvelle loi. Faut-il interdire aux criminels de tirer profit de leurs crimes? Le débat est intense. Aucune loi rétroactive ne peut empêcher Azuma de toucher ses gains. Il devient riche. En 2015, Azuma refait surface. Il crée un site internet personnel, un site au nom évocateur, l'insoutenable transparence de l'ancien Boy-Ei. On y trouve des textes cryptiques, des photos retouchées de lui-même, des mises en scène dérangeantes. Les psychologues sont unanimes. Azuma cherche toujours la même chose, l'attention, le regard, la reconnaissance. Le site sera finalement fermé. Mais le mal est fait. L'affaire, elle a modifié la loi japonaise. L'âge minimum de responsabilité pénale est abaissé de 16 à 14 ans. Elle a aussi marqué une génération entière. En 2014, à Sasebo, une adolescente assassine une camarade de classe, la décapite partiellement. Les parallèles sont troublants. Les enquêteurs s'interrogent. Les médias aussi. L'ombre de Sakakibara Seito plane encore. Aujourd'hui, Shinichiro Azuma aurait environ 40 ans. Selon plusieurs sources, il vivrait à Tokyo. Il travaillerait comme mécanicien. Il serait marié, père de famille. Ces informations n'ont jamais été confirmées officiellement. Le Japon préfère oublier. Mais une question demeure. Quand un enfant tue, quand la société échoue à voir les signes, quand la justice libère et que le coupable réclame encore l'attention, qui est réellement responsable?